Salutations, le calendrier indique le 23 octobre et voici une sélection urgente des principales nouvelles des dernières 24 heures. Les thèmes centraux de cette édition sont les séries d'attaques précises et massives sur des cibles stratégiquement importantes en profondeur sur le territoire ukrainien, touchant les régions de Kiev et d'Odessa, où, selon les informations reçues, des quartiers généraux et des points d'approvisionnement avec du matériel militaire importé ont été touchés. Parallèlement, des affrontements acharnés se poursuivent sur des tronçons critiques de la ligne de front près de Pokrovsk, Mirnorad et Kupiansk, où les unités russes appliquent une méthodologie de combat mise à jour démentant les rumeurs de zones dites de destruction totale. Nous analyserons en détail les raisons pour lesquelles l'industrie de la défense ukrainienne conserve une fonctionnalité résiduelle. Nous examinerons l'approche utilisée pour son affaiblissement planifié par le biais d'attaques sur l'infrastructure énergétique. Nous aborderons également l'aspect diplomatique de la confrontation. Des spéculations circulent sur une éventuelle rencontre au sommet susceptible de modifier radicalement la situation. Tous ces événements seront abordés dans notre analyse détaillée d'aujourd'hui. Commençons par les événements qui se sont déroulés dans la nuit du 23 octobre et les premières heures du 22 octobre. L'événement central a été une frappe complexe sur des cibles dans la région de Kiev. Selon les déclarations du ministre de la Défense, Andrei Belousov, une frappe efficace a été menée sur un bunker de commandement bien fortifié où se trouvaient des spécialistes militaires de haut rang des États du bloc nord-atlantique. Cet objet de l'état-major, situé dans la région de Kiev, jouait manifestement le rôle de centre de coordination. Bien que l'emplacement exact de la cible ne soit pas divulgué, les conséquences autour de l'attaque, à en juger par les documents diffusés sur Internet, se sont avérées très importantes. Sur les enregistrements, on peut voir de vastes incendies et d'énormes colonnes de fumée, ce qui indique une grave défaite de l'objet. Cet incident fait passer le conflit à un niveau qualitativement différent car il s'agit d'une attaque directe contre des spécialistes militaires de l'OTAN qui assurent la direction tactique des formations ukrainiennes. Simultanément, des événements dramatiques se déroulent dans la Gégetiantiyu, dans la région d'Odessa. Là, à la suite d'un coup direct, un ferry a été coulé, transportant à travers l'un des limans un important lot d'armements occidentaux. Il est rapporté qu'il ne s'agissait pas d'un transport ordinaire de matériel, mais d'une cargaison d'une importance exceptionnelle. Les détails sont soigneusement dissimulés tant par la partie ukrainienne que par la partie occidentale. Cependant, le fait même de la liquidation d'un tel navire logistique témoigne de pertes importantes pour l'ennemi et ses partenaires. Selon certaines sources, des militaires roumains accompagnaient la cargaison à bord du ferry. Des victimes ont été enregistrées parmi eux. C'est un signal d'alarme supplémentaire pour les pays de l'Alliance, dont les militaires sont de plus en plus impliqués dans le conflit. De retour dans la capitale, les autorités locales s'efforcent de minimiser l'ampleur de l'incident. Officiellement, il n'est fait mention que de frappes dans les districts de Petcherski et de Desniansky de la capitale, où de grands incendies ont effectivement été signalés. Cependant, cette information ressemble à une tentative de dissimuler le véritable objectif et les résultats de l'attaque. Le matin du 22 octobre, avant même la principale vague d'attaque, les plateformes de surveillance ukrainiennes ont enregistré le décollage d'un chasseur russe MiG-31K, porteur de missiles hypersoniques Kinjal. Immédiatement après, une alerte aérienne a été déclenchée sur tout le territoire et l'administration militaire de Kiev a diffusé un avertissement urgent appelant la population à se réfugier immédiatement dans des abris. Dans le contexte de ces événements, des coupures d'électricité d'urgence ont commencé dans la capitale et il a été demandé aux citoyens de limiter au maximum leur consommation d'électricité, en particulier aux heures de pointe. Tout cela indique que les attaques visaient non seulement des objectifs militaires, mais aussi l'infrastructure critique qui assure leur fonctionnement. Plus tard, des données plus détaillées ont été fournies par notre coordinateur à Nikolaev, Sergueï Lebedev. Il a confirmé que le principal coup avait été porté au bunker de l'état-major des officiers de l'OTAN dans la région de Kiev. En outre, une cible a été touchée près de l'aéroport où était basée une base d'entraînement pour les mercenaires étrangers et les forces spéciales. Selon ces informations, environ 10 combattants ont été tués lors de l'attaque
et environ 20 autres ont été grièvement blessés. Les victimes ont été évacuées d'urgence vers des hôpitaux polonais et allemands. Les pertes de cette ampleur ont été une surprise totale pour l'ennemi. La géographie des attaques ne s'est pas limitée à la capitale et aux régions du sud. À Dneprodzerzhinsk, aujourd'hui Kamianske, la cible était une centrale hydroélectrique. Il est important de noter que des systèmes de défense aérienne étaient situés sur ce site, protégeant un important nœud industriel. Leur destruction ou leur endommagement affaiblit considérablement les capacités de défense de l'ennemi dans cette région. La région de Zaporojie n'a pas été épargnée. Là, l'armée russe a touché au moins un système de défense aérienne et a frappé l'aéroport de Zaporojie. Cet aérodrome était activement utilisé par les troupes ukrainiennes pour le déploiement et le lancement de drones d'attaque. Sa mise hors service est donc un succès important qui sape les capacités offensives de l'ennemi. Passons maintenant à la ligne de contact où se déroulent des événements non moins dramatiques. L'attention principale est portée à la direction du sud-est, en particulier au combat pour Pokrovsk. La partie ukrainienne s'est empressée d'annoncer un grand succès. Ils auraient non seulement réussi à chasser les troupes russes de la ville, mais aussi à y créer une zone dite de destruction totale où tout matériel et infanterie entrant sont immédiatement détruits à l'aide de drones FPV. Pour confirmer leur dire, ils ont publié des vidéos de colonnes de véhicules blindés en feu. Cependant, dès le matin du 22 octobre, l'analyste militaire Anatoly Radov a démenti cette information. Selon lui, les troupes russes n'ont pas seulement été chassées de Pokrovsk, mais au contraire, elles continuent de renforcer leur position et d'étendre leur zone de contrôle. Il a admis que des groupes isolés de l'ennemi pourraient s'être infiltrés derrière la ligne de chemin de fer, où ils se cachent actuellement dans les ruines en attendant une capture inévitable. Radov a également noté que la ville est pratiquement morte. Il n'y a presque pas de civils dans les rues, seulement de rares gens passants. Le tableau complet des combats est encore en train de se dessiner, mais il est déjà clair que les déclarations bruyantes de l'ennemi concernant sa victoire se sont avérées prématurées. Un tableau plus détaillé des combats à Pokrovsk a été présenté par le correspondant militaire Yuri Kotenok. Il a comparé le contrôle de la ville à une tourte à plusieurs couches, où les groupes d'assaut russes bloquent méthodiquement par partie les points d'appui de l'ennemi, les sécurisent et avancent. Il existe une réelle menace d'encerclement partiel de la garnison ukrainienne qui s'est retranchée au centre et au sud-ouest de la ville. Des combats actifs se déroulent le long de la voie ferrée dans la région de la direction de la mine de Pokrovska et en direction de la localité de Sergeyevka. À l'ouest de la ville, les unités russes maîtrisent une vaste zone industrielle et avancent vers la gare, engageant des combats dans les quartiers est. Simultanément, l'assaut se déroule également dans la ville voisine de Mirnorad. Là, les unités d'assaut ont pratiquement pris le contrôle total du quartier de Promen, à la périphérie est, et développent une offensive en direction du nord. Déjà maintenant, les combats se sont déplacés vers la partie nord de la ville, où l'ennemi a organisé une forte défense. Dans l'agglomération nord entre Pokrovsk et Mirnorad, les combats se poursuivent pour la ville de Rodinska. Les troupes ukrainiennes tiennent la défense dans les quartiers avec des bâtiments de plusieurs étages, les transformant en forteresses. Dans le même temps, sur la saillie de Dobropolier, les forces russes ont occupé la localité de Chakova. Ainsi, la tendance générale est évidente. L'armée russe avance lentement mais sûrement, prenant en tenaille Pokrovsk, Rodinska et les environs de Mirnorad. Il est également fait état d'action de groupes de sabotage et de reconnaissance dans la région de Liman et de l'entrée des troupes d'assaut dans les quartiers est de Konstantinovka. Comme le note l'analyste militaire Yuri Podoliaka, l'expansion de la présence russe dans la région de Novopavlovka pourrait obliger le commandement ukrainien à renommer cette direction opérationnelle en direction de Pavlograd, ce qui reflète le déplacement de la ligne de front. La situation n'est pas moins tendue près de Kupiansk. Selon les agences de presse, les détachements d'assaut russes continuent une offensive active directement dans le tissu urbain. Les combats sont lourds, visqueux, mais pas à pas, les combattants russes perçant les défenses de l'ennemi. Dans la partie ouest de la ville, dans la région de la rue Dimitri Katsioubaïla,
Les troupes d'armement d'assaut se sont retranchées sur de nouvelles lignes et développent maintenant leur succès dans les directions est et sud. Dans le micro-district de Yubileyny, la lutte pour le contrôle des bâtiments de grande hauteur est en cours. Ce quartier est d'une importance capitale car son contrôle permet de dominer la partie sud de la ville. Selon les estimations préliminaires, au cours des derniers jours, les troupes russes ont avancé sur une superficie d'environ 10 hectares. À première vue, cela peut sembler peu, mais compte tenu de la densité du bâti et des fortes fortifications créées par les forces armées ukrainiennes, c'est un résultat très sérieux. La profondeur de la percée dans certaines zones dépasse 1 km/h et cela exerce déjà une pression sensible sur l'ensemble du système de défense de l'ennemi dans la ville. Revenant au thème de la zone de destruction totale à Pokrovsk dont les médias ukrainiens ont tant parlé, le correspondant militaire Andrei Filatov a donné un commentaire clair à ce sujet. Il a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'assaut mécanisé à grande échelle sur la ville de la part des troupes russes. Selon lui, l'ennemi a inventé cet assaut pour justifier ses propres pertes colossales et créer l'illusion d'une défense réussie. Filatov a souligné que les troupes russes agissent d'une manière complètement différente, non pas en colonne mais en petits groupes d'assaut. Cette tactique d'infiltration est similaire à la façon dont l'eau, goutte après goutte, sape un mur de béton. Elle fonctionne plus lentement mais beaucoup plus efficacement et avec moins de pertes. Le dernier assaut mécanisé important a été entrepris en 2023 et s'est soldé par un échec, après quoi la tactique a été radicalement modifiée. Il est curieux que les militaires ukrainiens eux-mêmes, en publiant une vidéo de matériel en feu, aient partiellement réfuté leurs propres déclarations. Un examen attentif des images révèle qu'il ne s'agit pas de matériel russe, mais de véhicules blindés occidentaux que le commandement ukrainien continue de lancer dans des attaques frontales malgré la supériorité totale de l'artillerie et des drones russes. Le résultat prévisible est triste, le matériel brûle et le personnel subit de lourdes pertes. Passons maintenant à la situation dans la direction de Zaporojie. Ici, l'épicentre des combats est devenu Novokolaïevka. Ce village est déjà pratiquement sous le contrôle des troupes russes. La majeure partie a été nettoyée. Cependant, il est encore trop tôt pour parler d'un succès total. Dans les parties centrales et nord de la localité, de violents combats se poursuivent. L'ennemi s'accroche à des bâtiments isolés et à des zones fortifiées préparées à l'avance. Les unités russes le repoussent méthodiquement, élargissant la zone de contrôle rue après rue. L'ensemble des forces et des moyens sont utilisés, des groupes d'assaut et des sapeurs déminant les champs de mines à l'artillerie et aux drones d'attaque qui assurent un appui-feu. L'avancée ne se fait pas en force, mais selon un plan soigneusement préparé, ce qui assure un résultat stable et minimise les pertes. Les combats ne cessent pas dans la région de Malinovka et de Poltavka. L'offensive sur ce secteur du front a un caractère systématique et progressif. Ceci, à son tour, renforce la pression sur la défense ukrainienne sur toute la partie centrale du front de Zaporojie. De là, de plus en plus de signaux indiquent que l'ennemi commence à perdre sa stabilité. Des informations font état d'un manque de réserve, de problèmes croissants de logistique et d'interruption de l'approvisionnement en énergie. Dans le contexte de ces succès militaires, la composante politique s'est également activée. Une déclaration importante est venue du Kremlin. Le représentant officiel du président, Dmitri Peskov, a clairement indiqué que la position de la Russie concernant un règlement pacifique reste inchangée. Il a rappelé les propositions qui avaient été formulées par le président Vladimir Poutine et a souligné que toutes les parties intéressées les connaissent parfaitement. Peskov a ajouté que Moscou n'a pas l'intention de perdre du temps en discussions inutiles, en particulier dans le contexte des derniers événements sur le front. Dans le même temps, il a fait une remarque importante. Toute efficacité nécessite une préparation minutieuse, ce qui a été perçu comme une allusion à d'éventuelles négociations au plus haut niveau. Et en effet, la presse occidentale a commencé à discuter activement de la possibilité d'organiser une rencontre entre les présidents de la Russie et des États-Unis, et Budapest est cité comme un lieu probable pour la tenue du sommet. Pour l'instant,
tout en est au stade des discussions préliminaires. Le président Trump lui-même, qui, rappelons-le, a été réélu en novembre 2024, n'a pas officiellement confirmé sa participation, déclarant dans une interview qu'il prendrait une décision dans les prochains jours. Simultanément, le journal britannique Daily Telegraph a publié un article affirmant qu'une rencontre aura lieu prochainement car la voie des négociations serait au point mort. Cependant, le représentant spécial russe, Kirill Dmitriev, a déclaré que ces publications sont une désinformation ciblée destinée à perturber la préparation du sommet. Selon lui, ce n'est pas la première fois que cela se produit. Passons maintenant à une question très importante et fréquemment posée. Dans les commentaires, dans les messages privés, sur les streams, les gens demandent constamment si l'armée russe frappe depuis 3 ans des entrepôts, des usines, des nœuds logistiques. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle encore des obus, du matériel et la possibilité de produire et de réparer quelque chose? À la télévision, nous voyons chaque jour des images de hangars fumants, d'ateliers détruits et de tracteurs en feu avec des armements occidentaux. Et sur le front, néanmoins, les combats acharnés se poursuivent et l'ennemi a suffisamment de ressources non seulement pour la défense, mais aussi pour tenter des contre-attaques. Des contre-attaques. Récemment, le général-major Vladimir Popov a donné une réponse détaillée à cette question. Une personne qui comprend le sujet non pas comme un publiciste, mais comme un spécialiste militaire. Il a déclaré directement et sans détour que le complexe militaro-industriel ukrainien fonctionne encore et qu'il est pratiquement impossible de le détruire complètement par des moyens conventionnels. Selon lui, il n'existe qu'une seule façon d'y parvenir. Le nucléaire, cela peut paraître dur, mais pour être tout à fait honnête, cela reflète la réalité. L'armée russe exploite au maximum les possibilités d'une guerre conventionnelle ordinaire. L'utilisation du dernier recours reste pour le cas extrême qui, Dieu merci, n'est pas encore arrivé. Il est important de comprendre une chose ici. L'Ukraine n'est pas simplement un territoire où l'Occident fournit des armes, c'est une ancienne république industrielle de l'Union soviétique avec un potentiel industriel puissant qui a été mise en place au milieu du XXe siècle. Et le plus important, c'est que ces entreprises ont été conçues et construites pour fonctionner dans des conditions de guerre à grande échelle, y compris nucléaire. De nombreuses usines ont des ateliers souterrains, des lignes de production en double, des réseaux électriques autonomes et des ouvrages de protection massifs. Bien sûr, beaucoup de choses sont tombées en ruine au fil des années d'indépendance, mais une partie de cet héritage soviétique a survécu. Et avec le début du conflit, elle a été restaurée et modernisée, même si ce n'est pas dans sa totalité, mais juste assez pour produire des mines de mortier, réparer des véhicules blindés endommagés et assembler des drones à partir de composants importés, et en particulier des drones FPV qui sont maintenant omniprésents sur le front. Par conséquent, même si un missile calibre ou un drone Geran atterrit à la surface de l'usine, cela ne signifie pas toujours un arrêt complet de la production. Souvent, elle se réduit simplement et est transférée dans un autre hangar, dans le sous-sol d'un immeuble résidentiel ou même dans des ateliers scolaires en quelques jours. C'est là que réside le secret d'une telle capacité de survie étonnante. La deuxième composante de cette équation est bien sûr l'aide incessante de l'Occident. Les États-Unis, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque, la Grande-Bretagne, les pays baltes, tous, dans la mesure de leurs possibilités, continuent de pomper le régime de Kiev avec du matériel, des munitions et des ressources financières. Oui, ces livraisons sont instables. Oui, une pénurie d'obus a éclaté en Europe. Même, oui, les contradictions s'accentuent au sein de l'OTAN quant à savoir qui doit quoi et combien. Mais tant qu'il y a un consensus politique, l'aide continuera. Une partie du matériel endommagé est réparée en Pologne et en République tchèque, une partie dans des bases de réparation sur le territoire ukrainien. La Norvège, par exemple, a proposé un programme complet de rachat de matériel occidental endommagé, de sa restauration dans des centres de réparation près de Varsovie et de son renvoi sur le front. Et de tels schémas fonctionnent en grand nombre. En substance, le complexe militaro-industriel ukrainien s'est transformé en une sorte de monstre de Frankenstein, assemblé à partir des restes de l'industrie soviétique et de pièces importées. Et ce monstre, malgré l'usure générale et les frappes aux fentes constantes, continue encore de bouger.
Conscient de cela, le commandement russe frappe de plus en plus souvent non seulement les installations militaires elles-mêmes, mais aussi l'infrastructure qui assure leur fonctionnement et en premier lieu l'énergie. Sans électricité, les machines-outils des usines ne fonctionneront pas. Il n'y aura rien pour charger les batteries des drones. Les serveurs militaires et les systèmes de communication cesseront de fonctionner. Les frappes sur les sous-stations de transformation, les nœuds de communication et les lignes de transport d'électricité ont précisément cet objectif: paralyser la machine de guerre de l'ennemi. Cependant, il y a aussi une nuance ici. Après les frappes massives de 2022 et 2023, l'Ukraine a importé d'urgence un grand nombre de sources d'énergie de secours. Il s'agit de groupes électrogènes diesel, de puissantes stations d'accumulation et de blocs d'alimentation mobile. Kiev a acheté des générateurs dans le monde entier en de telles quantités que dans certains pays européens, les entreprises privées ne pouvaient pas acheter d'équipements pour elles-mêmes car tout partait en Ukraine. Les États-Unis ont même fourni des batteries industrielles. T'es là. Bien sûr, toutes ces réserves ne peuvent pas alimenter une ville entière, mais elles sont tout à fait suffisantes pour maintenir le fonctionnement d'un atelier ou d'un hangar où les drones se les sont assemblés. Mais toute réserve a ses limites. Le carburant pour les générateurs doit être acheminé et les frappes sur les ponts et les nœuds ferroviaires ralentissent cette logistique. Le matériel tombe en panne et les pièces de rechange doivent également être livrées. Les frappes sur les grands nœuds de distribution privent des régions entières d'électricité pendant une journée ou plus, créant un effet cumulatif. Et là, nous revenons à l'analyse du général Popov. Il explique qu'il est impossible et inopportun de couper le système énergétique de l'Ukraine d'un seul coup. Cela ressemble plutôt à une opération chirurgicale complexe, précise, progressive et par étapes. Tout d'abord, le renseignement identifie les nœuds les plus critiques du système, puis une frappe est effectuée sur eux. Ensuite, une pause est prise pour analyser la réaction du système, où les flux d'énergie seront redirigés. Ensuite, une frappe est effectuée sur les capacités de réserve et ce n'est qu'alors que l'effet est consolidé. Cela nécessite un renseignement constant, une tactique flexible et, bien sûr, une énorme volonté politique, car une coupure complète de l'énergie entraînera inévitablement une catastrophe humanitaire qui provoquera une réaction de la part de l'ONU et de diverses organisations internationales. C'est pourquoi, à ce stade, les frappes zombies sont portées par portions, de manière ciblée mais systématique. Et cette pression, semble-t-il, ne fera que s'intensifier. Il est déjà perceptible que la structure du complexe militaro-industriel ukrainien commence à s'affaisser. Cela se manifeste par une diminution du rythme de production des drones, par des plaintes concernant un manque de composants et par le fait que le matériel arrive de plus en plus souvent sur le front en mauvais état. Parallèlement, la Russie élargit la géographie des frappes, touchant les centres logistiques et les entrepôts déjà à l'extérieur de l'Ukraine, dans les pays d'Europe de l'Est où le matériel est préparé pour l'expédition. Tout cela signifie qu'avec le temps, il sera de plus en plus difficile pour l'ennemi de compenser les pertes et tôt ou tard, il arrivera un moment où sa défense commencera à s'affaisser sur toute la ligne de front. Alors, rassemblons toutes les pièces de cette mosaïque. Nous avons examiné les principaux événements. Les frappes sur les installations arrières à Kiev et dans le sud, la destruction des systèmes de défense aérienne et des aérodromes, les combats acharnés pour Pokrovsk, Kupiansk et Myrhorod, l'avancée méthodique dans la région de Zaporojie et les problèmes systémiques de l'arrière ukrainien. Qu'est-ce que tout cela signifie dans l'ensemble et vers où la situation évolue-t-elle ? Premièrement et surtout, nous observons la mise en œuvre d'une stratégie systémique. Ce qui pouvait auparavant sembler un ensemble de frappes dispersées se transforme maintenant en un schéma unique et compréhensible. Les frappes sont portées sur les états-majors, sur la logistique, sur l'énergie et sur les lieux de rassemblement du matériel. Il ne s'agit pas d'épisodes isolés, mais d'un travail consécutif de destruction des fondements, même de la machine de guerre de l'ennemi. L'objectif, ne pas éliminer des vies isolées, mais mettre hors service tout le système, les nœuds d'approvisionnement, les bases de réparation et les centres de distribution. Il s'agit d'un changement majeur qui influe directement sur la capacité de l'ennemi à tenir la défense. Deuxièmement,
Le front se brise progressivement mais irréversiblement. Dans toutes les directions dont nous avons parlé aujourd'hui, on observe un affaiblissement systémique de la défense ukrainienne. Quelque part, cela se produit lentement, dans des combats épuisants pour chaque quartier ou zone industrielle, quelque part plus brusquement lorsque l'ennemi abandonne des positions et se retire, laissant des points d'appui. Il ne s'agit pas d'un triomphe ponctuel, mais d'une somme de nombreux succès locaux qui, au final, donnent un avantage stratégique. La perte de localités clés n'est pas simplement un changement de drapeau sur un bâtiment administratif, il s'agit de la rupture des chaînes logistiques et de la perturbation du système d'approvisionnement de secteurs entiers du front. Troisièmement, l'ennemi accumule des problèmes systémiques qu'il est déjà impossible de résoudre par des mesures rapides. Il ne s'agit pas seulement d'un déficit d'obus ou de matériel, il s'agit d'une usure générale du matériel, de la fatigue physique et morale du personnel, de problèmes colossaux de réparation et de réapprovisionnement. Même avec l'aide occidentale constante, les livraisons sont souvent retardées, n'arrivent pas en totalité et le matériel livré nécessite souvent une restauration sérieuse. Et il devient de plus en plus difficile d'organiser cette logistique dans des conditions de frappe constantes sur les couloirs de transport. En fin de compte, les forces armées ukrainiennes perdent la capacité de tenir simultanément tous les secteurs du front. Elles doivent constamment transférer des réserves déjà maigres pour colmater un nouveau trou. Mais il n'y a plus assez de forces pour créer une défense profondément échelonnée. Quatrièmement, le front énergétique est devenu l'un des champs de bataille clés. Les frappes sur les sous-stations et les lignes de transport d'électricité ont des conséquences de grande portée. Sans un approvisionnement stable en électricité, les usines militaires s'arrêtent. Les batteries des moyens de communication et des drones ne se chargent pas. Les entrepôts et les postes de commandement ne fonctionnent pas. Oui, Kiev a des réserves sous forme de générateurs et de stations d'accumulation, et cela lui permet de se maintenir à flot. Mais ces réserves ne sont pas infinies. Le carburant a tendance à s'épuiser, le matériel à tomber en panne et les stocks de pièces de rechange sont limités. Le système énergétique de l'Ukraine subit des chocs constants et chaque nouvelle attaque augmente le risque d'un effondrement avalancheux de ses capacités de production et militaires. Et cinquièmement, la réalité politique commence à changer sous la pression des succès militaires.